Bonus Trax. Après des débuts sympathiques, timides, mais bien boostés par le charisme d'un certain Timothy Olyphant, The Mandalorian est de retour cette semaine dans un second épisode baptisé The Passenger. Bouclez votre ceinture, on débriefe ce 10e chapitre tout de suite. Avant toute chose, Manda Lockdown est une émission 100% spoiler, donc si vous n'avez pas encore vu la première saison de la série, ou The Passenger, l'épisode dont nous allons parler aujourd'hui, il est encore temps d'enfiler votre jetpack et de revenir plus tard. Ceci étant dit, je salue mes deux contrebandiers du jour, qui sont un petit peu des contrebandiers, on va dire, d'élite, puisque c'est ceux qui cumulent, je pense, le plus d'apparitions à bord de l'Outrider. C'est bien sûr Phobos et JB. Comment allez-vous ? Et on commence peut-être par galanterie, par Phobos. Eh ben écoute, merci République, ça va bien et toi ? Tranquillement, surtout que je viens de regarder Rap Jeu. Et donc voilà, j'ai trouvé ça sympa. Et j'ai regardé The Mandalorian, j'ai trouvé ça sympa aussi. Mais on va parler non pas de la première émission, mais de la deuxième. Je pense que JB peut me le confirmer. JB, tu me le confirmes ? Oui, on va parler de The Mandalorian. On pourrait parler de Rap Jeu, mais ce n'est pas le podcast pour. Ok, très bien. Bon, voilà. Et en plus, je n'ai pas encore regardé le Rap Jeu de cette semaine, donc je n'aurai rien à dire. Très bien, c'est ce qui serait dommage. Mais du coup, commençons directement dans le vif du sujet avec un petit tour de table sur nos avis quant à ce 10e chapitre, le 2e épisode de la saison 2, comme vous préférez. JB, justement, puisque tu avais la parole, est-ce que tu veux la reprendre et nous dire ce que tu as pensé de The Passenger ? Eh ben écoute, j'ai trouvé que c'était un bon épisode, peut-être même meilleur que l'épisode de la semaine dernière. J'aime bien cette structure avec un cold open un peu badass où tu vois le Mandalorian faire un truc, se battre contre des types comme on a vu dans le premier épisode. Là, ça reprend la même structure, donc il y a cette petite scène d'action au début, générique, et après ça lance une intrigue et il y a tout l'épisode qui se déroule avec les griefs qu'on peut avoir contre la série, qui est que c'est quelque chose de très épisodique et qu'il n'y a pas de grands enjeux, il n'y a pas tout ça dans l'épisode. Mais moi j'accepte en fait ce contrat de lecture entre guillemets et je suis parti pour ça. Si c'est un épisode comme ça pendant 6-7 semaines, ça sera comme ça, tu vois. Je prendrai ma petite pépite Mandalorian toutes les semaines et ça m'ira. Ouais, en off, tu m'as fait une petite comparaison qui était assez sympa en disant que continuer à attaquer The Mandalorian sur peut-être ce manque d'enjeu ou de fil rouge, c'est un petit peu comme peut-être se plaindre qu'il n'y ait pas de viande dans un resto végétarien, dans le sens où la série a depuis, je pense maintenant, quelques épisodes instauré le fait qu'elle ne suivrait peut-être pas les clous, on va dire, des grandes séries feuilletonnantes et qu'elle essayait de tenter quelque chose de soit nouveau, soit au contraire assez old school, dans son côté très épisodique, et finalement l'ordre ou l'intrigue générale est souvent relayée en second plan. Je peux comprendre pourquoi les gens seraient déçus d'un tel traitement. Maintenant, c'est vrai que si on veut, je pense, un climat d'analyse et de discussion assez sain autour de The Mandalorian, il va vraiment falloir qu'on évacue un petit peu cet argument, parce que visiblement, après 2 épisodes, la série va pas aller à l'encontre de ce que la saison 1 avait développé. Je sais pas si tu me rejoins sur cette analyse. Bah si, en fait c'est comme là on est à, si on prend saison 1, saison 2, on est à 10 épisodes. Quand tu regardes quelque chose au bout de 10 épisodes, si tu dis toujours il n'y a pas ce que je veux, c'est que la série va pas te proposer ce que tu veux, donc c'est dommage si tu continues à la regarder qu'elle te plaît pas en fait. Effectivement, mais bon, on reviendra un petit peu sur les différents choix que doivent faire soit les spectateurs et spectatrices, ou soit les gens qui s'occupent de The Mandalorian, mais avant ça, l'avis de Phobos sur cet épisode. Moi j'ai beaucoup aimé, comme dit JB, j'ai aussi accepté le contrat de lecture comme quoi ça allait être un épisode et un monstre de la semaine. Alors pour le coup ça marche vraiment très bien là, sur les 2 premiers épisodes, parce que c'est tout à fait ça. Et j'ai beaucoup apprécié cet épisode en fait. J'ai trouvé que visuellement c'était assez beau, que il y avait alors pas des enjeux on va dire sur le côté scénaristique, mais que notre héros se trouvait un petit peu en danger et ça faisait du bien, et voilà, j'ai été assez enchantée par cet épisode de manière globale.
Eh ben, je vais pas vraiment vous couper l'herbe sous le pied ou même m'inscrire en faux, puisque j'ai également plutôt apprécié cet épisode. Je ne sais pas si moi j'ai accepté le fameux contrat de lecture dont vous parlez tous les deux. Après, c'est vrai que j'ai fait le deuil du contrat de lecture que j'avais écrit moi-même, on va dire. Et que par ailleurs, si les gens se souviennent un petit peu de mon avis, soit dans le précédent Manda Lockdown ou même dans notre épisode d'Outrider sur toute la saison 1 réunie, mon idée c'était que The Mandalorian devait soit choisir le côté vraiment feuilletonnant et aller à fond dedans, ou soit continuer d'alterner on va dire les petits épisodes avec des exercices de style, mais au moins aller plus loin dans ces exercices de style. Et je trouve que ce 10e chapitre, qui est réalisé par Peyton Reed, le réalisateur d'Ant-Man, Ant-Man, si on le prononce correctement, du coup, va assez loin dans le délire. Je ne m'y attendais pas spécialement. Après, on n'est pas non plus dans un survival. Survival, très bien. Des nouvelles prononciations sont inventées chaque jour. Mais on n'est pas dans un survival à la Aliens non plus. Mais je trouve qu'il y a quand même une petite vibe horrifique qui franchement m'a beaucoup plu et qui s'incarne cette fois vraiment au-delà de simples petites références. Alors effectivement, quand Baby Yoda s'approche de ces espèces d'œufs, on a direct une vibe aliens qui nous arrive à la figure, mais je pense que par la suite il y a aussi des petits codes qui sont facilement réinterprétés, mais habilement réinterprétés, comme quand on pense que le Mandalorien va pouvoir enfin s'échapper et que la grosse araignée tombe sur le Razor Crest, et là ça fait vraiment ce côté tu penses que t'as défait tu vois, le Terminator ou l'Alien, et en fait non, il est encore là et il revient plus gros, plus fort. Et je trouve que pour une fois ils ont vraiment été jusqu'au bout du truc, et même si on me dira sans doute que oui, mais s'ils avaient été au bout du truc vraiment, ils auraient tué tu vois, la pauvre petite grenouille ou ses enfants, mais ça reste une expérience qui est censée être family friendly, on va dire. Donc du coup peut-être qu'il y a une certaine forme de censure de ce point de vue-là, mais ça ne me dérange pas tellement. Et j'ai beaucoup aimé, je parlais d'échelle dans l'épisode précédent, là aussi les jeux d'échelle, rapport au fait que la caméra est quand même très très proche de Baby Yoda, et je crois que c'est un des premiers épisodes qui le voit par exemple marcher et aller lui-même, tu vois, à travers le décor, et je trouvais que c'était très 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 chouette. Je sais pas si vous avez eu ce même feeling d'originalité par rapport à la façon dont Baby Yoda, qui est généralement coincé soit dans son berceau, soit dans un coin du décor, cette fois il bougeait, il allait faire ses propres trucs, et la caméra quelque part s'adaptait à sa petite personne, et j'ai trouvé ça assez chouette, et justement aussi en contraste avec le gigantisme un peu IMAX de l'épisode précédent. Et je trouve que ça renforce l'émerveillement, parce qu'on découvre littéralement le monde du point de vue de ce petit Baby Yoda. Et notamment, ça crée ce sentiment assez étrange quand il découvre l'œuf, justement dans cette scène simili Aliens, où nous, en tant que spectateurs, on se doute bien qu'il va y avoir un truc un peu dégueu qui va en sortir et qui va se passer. Et t'as ce contraste entre la caméra qui est vraiment à hauteur de Baby Yoda, tout est blanc autour de lui, il y a la BO qui est super réussie, d'ailleurs j'ai trouvé sur cet épisode, qui est vraiment très bien mis en valeur, avec une petite musique vraiment enchanteresse, un peu conte de fées, et ce passage vraiment dégueu où Baby Yoda bouffe un fœtus d'araignée qui est assez immonde. Et j'ai trouvé qu'il y avait un décalage, et que l'épisode osait faire 2-3 trucs comme ça. Alors ça fonctionne parfois moyen. Enfin, j'ai trouvé que c'était limite glauque, le fait que Baby Yoda bouffe les œufs de la pauvre grenouille qui n'a rien demandé. Surtout qu'il en bouffe autant peut-être. Oui, il en bouffe un certain nombre. Donc voilà, mais oui, on sent qu'il y a 2-3 petites choses qui sont tentées à droite à gauche, et j'ai bien apprécié. JB, d'autres éléments qui t'ont marqué ou que t'as kiffé en particulier ? Bah, t'en as un petit peu parlé, mais ce côté exercice de style, où on avait un premier épisode la semaine dernière qui appliquait vraiment les codes du western, et là on a vraiment les films les codes du film de monstres qui sont appliqués, t'en as un peu parlé, et ça j'ai trouvé ça bien. Donc à voir si entre guillemets chaque épisode va pas appliquer, je sais pas, peut-être qu'on va avoir un polar au prochain épisode, ou un huis clos, tu vois. Est-ce que ça va pas appliquer des codes un peu classiques de cinéma de genre à la série, et moi je trouverais ça hyper intéressant de la voir comme ça. Il y a aussi un truc, on a un peu parlé au début, mais il y a quand même un fil rouge, je trouve, par rapport à l'épisode d'avant. C'est-à-dire qu'on retrouve le personnage de la mécano, c'est elle là, qui le lance sur l'intrigue.
Il y a des références à l'armure qu'il a récupérée, tout ça. Le fil rouge est là, il est peut-être pas très très gros, mais il y a quand même une petite cordelette, on va dire, tu vois. Ouais, et puis il y a pas mal aussi de références. C'est déjà toi qui l'avais souligné du coup la semaine dernière avec le personnage de la mécano, justement. Mais je trouve que là, il y a pas mal de références qui sont convoquées autour de l'épisode du chapitre 6, qui était celui de la prison. Enfin du vaisseau prison de la Nouvelle République, où finalement on se rend compte que malgré son côté épisodique, après ça donne aussi l'impression que la galaxie est un petit peu toute petite et que le Mandalorien tombe toujours sur les mêmes personnages, mais je trouve ça assez sympa de se dire que malgré cette forme de naïveté et le fait que tous les personnages soient pas forcément amenés à revenir, ou en tout cas pas avec des rôles équitablement importants, là on a le retour des pilotes de la Nouvelle République, on fait référence à ce qu'a fait le Mandalorien dans cet épisode là en particulier, on parle des prisonniers, on parle du pauvre lieutenant qui a été assassiné, etc., etc. Donc je trouve que ça fonctionne plutôt bien, dans le sens où apparemment cet épisode chapitre 6, qui avait pour le coup rien à voir avec l'intrigue fil rouge de la saison 1, finit par être déployé dans un épisode qui pourrait lui aussi être tout à fait anecdotique, mais arrive à comme ça tisser un peu une toile de fond qui est pas désagréable, en tout cas si tu as suivi la saison 1 et que tu as apprécié l'épisode en particulier, quoi. Bah, c'est clair que d'avoir cette petite trame qui se dessine, moi j'imagine, tu vois, que le prochain épisode, on va retrouver le mari de la grenouille et ça va avancer sur ça. Mais là, d'avoir des rappels aux anciens épisodes, de revoir le pilote qui est interprété encore une fois par Dave Filoni, j'ai trouvé ça sympa, et ça me ferait marrer que dans toutes les saisons on le revoit, tu vois, et ça serait pas étonnant de la part de Dave Filoni de se faire apparaître un peu comme ça, une espèce de Dupont et Dupont avec à chaque fois quelqu'un d'autre, et tu sais, il arrive, il fait une blague, il est juste là dans un plan, et puis voilà, quoi. Ouais, tout à fait, ça serait pas dégueu, effectivement. Des répliques, des scènes en particulier qui vous ont marqué, ou au contraire, je sais pas, des petites choses qui vous ont gêné. Moi, je sais que j'ai bien aimé l'espèce d'allumage de lance-flamme où il y a juste la petite flamme bleue, la petite flamèche bleue qui sort de son poignet. Il y a toute Je l'ai attendu le lance-flamme, hein, parce qu'il commence avec son blaster et tu te dis, il a un lance-flamme au poignet, il a un lance-flamme au poignet. Et ça finit par arriver. Et c'est assez sympa la manière dont ça arrive, que c'est hors champ, tu le vois juste l'allumer et puis après tu vois toute la vague de flammes sur le côté. C'était pas mal, quoi. Ouais, ça c'était plutôt cool. L'espèce de jeu avec le jetpack dans la première partie de l'épisode, il est aussi cool. Il y a 2-3 moments comme ça où ils essayent de jouer sur l'aspect un petit peu iconique, un peu classe du perso, et je trouve que ça fonctionne toujours bien, même si c'est hyper facile, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que souvent, en plus, comme le souligne JB, t'attends à ce qu'il utilise ses gadgets, et du coup ils te font un petit peu monter la pression là-dessus, et c'est fastoche, mais ça fonctionne. Est-ce qu'il y a un autre truc qui vous ont marqué? Il y a un autre truc, moi, que j'ai bien aimé, et on l'avait un tout petit peu dans l'épisode 1, où quand il ressortait de la bestiole, son armure elle était un peu crado. Là, il y a de la glace dessus, donc pareil, il change un petit peu le look du personnage en l'abîmant un petit peu avec l'environnement. Et peut-être que d'ici la fin de la saison, il aura pu une armure en métal chromé, nickel, comme au début, tu vois. Et de montrer qu'au fur et à mesure qu'il lui arrive des aventures, ça se ressent un petit peu sur son armure. Déjà que ça se ressent aussi sur son vaisseau qui a pris bien cher cette semaine. S'il y avait les autres trucs, ces autres un peu, tous les attraits du Mandalorian, si on montrait qu'ils étaient un peu, tu vois, il va être buriné par la vie à la fin, tu vois, ça va devenir un vrai Mandalorian. Mais c'est la deuxième fois que son vaisseau se fait démanteler, et c'est la deuxième fois que c'est dans un deuxième épisode de saison. Donc je sais pas si à chaque fois ils vont nous refaire le coup, mais ils commencent à avoir un schéma. On verra si ça se répète l'année prochaine. Phobos, des petits comme ça, des petites cacahuètes qui t'ont fait kiffer, ou pas spécialement? Vous en avez parlé et j'ai déjà un peu expliqué du coup la scène avec Baby Yoda qui ouvre l'œuf, que j'ai beaucoup aimé. Après, il y a des micro-détails du style le fait que la grenouille, elle se déplace vraiment comme une grenouille quand elle doit courir, que j'ai trouvé hyper marrant. Mais du coup, justement, sur ce personnage de grenouille, en fait, j'ai été un peu déçue. Après Cobb Vanth, qui est hyper développé dans l'épisode 1, là, le personnage n'a même pas de nom, si je me trompe pas. Enfin, en tout cas, dans les sous-titres, elle est appelée Frog Lady. Et alors que par exemple Dr Mandibule qui apparaît 35 secondes, il a un nom, voilà, il s'appelle mais Dr je pense Mandibule. que Dr Mandibule c'est pas son nom, je pense que c'est une autre manière. Oui, mais c'est son surnom, mais du coup ouais, là elle a je sais même pas même de surnom. Pour moi, c'est une autre expression qui est là aussi questionnable, et tu fais bien de le souligner, mais de cette espèce de
de xénophobie un peu latente des humains envers les autres espèces, tu sais, dans Star Wars, en mode ouais, c'est des grenouilles, tu vois, ils ont pas de nom, on s'en bat les couilles. Ah ouais, Docteur Mandibule parce qu'il a des mandibules. Et c'est vrai que c'est assez étrange, mais bon, ça a toujours été le cas dans Star Wars. T'es humain, t'as un nom, une backstory de ouf, t'es un alien dans un coin. Si t'as un nom, c'est limite un truc hyper cliché, ou alors c'est limite t'es un Rhodien, ou t'es, tu vois, enfin, bon, Grido a un nom par exemple, mais je trouve que trop souvent t'es ramené à ton espèce. Et effectivement, je pense que cet exemple de la pauvre dame grenouille ne va pas forcément à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de voir. Ce qui est dommage pour une série qui, par exemple, a réussi à faire des Tusken des plus que de simples éléments de décor, je dirais. Bah oui, c'est pour ça que j'étais un petit peu déçue. Et, euh, et du coup, ça rejoint aussi un peu un problème qu'il y avait déjà dans la saison 1, qui était l'écriture des personnages féminins. Alors là, sur cette nouvelle saison, il est encore très tôt pour vraiment arriver à analyser tout ça. Mais ça m'a fait un petit peu tiquer. Donc j'attends de voir dans quelle mesure les personnages secondaires féminins auront un petit peu plus de paroles et seront un petit peu plus développés. Qu'est-ce que tu penses de cette grenouille et du festin qui est fait de ses œufs, mon cher JB ? Bah, je pense que déjà c'est pas une très bonne mère parce qu'elle perd quand même 3 œufs, elle s'en rend pas compte. Alors qu'il n'y a pas l'air d'en avoir non plus beaucoup dans son espèce de bouilloire là. Non, après oui, je pense que c'est vraiment un personnage fonction en fait. Elle est là pour être entre guillemets transportée et pour justifier que il prend pas l'hyperespace parce que l'hyperespace ça peut abîmer des œufs, tu vois. Bon. Après ça c'est sympa je trouve comme promesse d'épisode. Mais je pense, tu vois, et malheureusement que son mari, qu'on verra dans le prochain épisode, sera beaucoup plus important. Et lui aura plus de choses à raconter, et voilà. J'ai juste bien aimé le fait qu'elle parle pas le commun. Je sais pas comment s'appelle la langue dans Star Wars. Le basique, tout le monde ouais. parle. Voilà, le basique. Et que du coup, le coup qu'elle pirate le droïde pour se faire traduire et tout, ça te montre que le personnage n'est pas juste bête en fait, et c'est quelqu'un d'intelligent en fait. C'est une espèce consciente qui sait utiliser la technologie et tout ça, parce qu'au début, on la voit, elle sert pas à grand chose, quoi. Ouais, c'est vrai que ce passage de piratage de Zero était assez sympa et ramenait un petit peu de lumière sur le personnage, là où effectivement, comme le suggérait Phobos, il est globalement assez anecdotique ou réduit un petit peu à, comment dire, à sa fonction, quoi. Ouais, à sa fonction, voire même à son espèce, comme vous le synthétisez très bien tous les deux. Mais voilà, je propose qu'on s'arrête sur la question de la grenouille. Peut-être qu'on y reviendra sur ce qu'on attend pour le prochain épisode, le chapitre 11 ou le 3e épisode de cette saison. Passons maintenant aux easter eggs et aux références. Je vais embrayer tout de suite sur ce qu'a dit Jean-Baptiste tout à l'heure, puisqu'on a retrouvé Dave Filoni dans le rôle de Trapper Wolf. Oui, ça ne s'invente pas. Donc, c'est le pilote incarné par le producteur exécutif / co-créateur officiel ou plutôt officieux de The Mandalorian, mais le vrai créateur de Rebels et Clone Wars. L'autre pilote est nouveau et il est incarné par un monsieur qui s'appelle Paul Sun Hyung Lee. C'est un type qui est habitué au second rôle et qui, pour la petite anecdote très très nerd et très personnelle de ma part, et je salue mes 2 frères s'ils m'écoutent, incarnait le rôle de Yang dans 2 jeux vidéo qu'on a beaucoup poncé en famille, Rainbow Six Vegas et Rainbow Six Vegas 2. Voilà, c'était le moment le plus nerd de cet épisode, quoique on peut citer un certain nombre... La claudellerie, quoi, jusqu'au bout. C'est ça. On peut citer un certain nombre de références qui vont aussi assez loin. Je ne sais pas si vous avez reconnu notamment dans cette intro une espèce de Jawa métallisé qui porte cette espèce d'armure qui est en fait une créature qu'on retrouvait dans The Force Awakens et qui criait sur Rey. Je pense que si vous visionnez très bien la scène où elle élastique un peu les pièces qu'elle a pu récupérer, il y a un moment un espèce de petit Jawa qui lui crie dessus, mais en droïde on dirait. Donc là il parle. Donc je ne sais pas quelles sont ces créatures et j'ai pas su retrouver le nom, même en discutant avec notre ami Lane de Star Wars Universe, que je salue également. Mais je trouvais ça sympa de retrouver tu vois, des morceaux de décors ou de costumes qui sont tirés de la postlogie et pas forcément que de la trilogie originale. Bien sûr, on retrouve la cantina de Mos Eisley El Sabak, donc le jeu de cartes. J'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Je pense que la marionnette du fameux docteur Mandible profite peut-être de l'expérience de Phil Tippett, qui est le marionnettiste, on va dire, culte et un peu génial de la trilogie originale, qui avait été embauché par Jon Favreau de manière assez...
cocasse puisqu'il avait juste félicité John et son équipe pour The Mandalorian premier du nom sur Twitter et lui avait dit mais tu reviendrais pas nous faire quelques marionnettes, et il semblerait qu'on ait au moins une, voire peut-être deux, parce que la grenouille est peut-être également une forme de marionnette dans cet épisode, et ça c'est plutôt agréable. Qu'est-ce qu'on en pense, JB ? J'ai trouvé qu'en tout cas le Docteur Mandibule, il a un nom un peu ridicule, mais surtout il avait vraiment un design un peu rétro, quoi. Donc ce que tu dis a du sens en fait. Ça peut, au-delà d'être juste une référence au fait que l'épisode a été réalisé par Peyton Reed, qui a réalisé Ant-Man, et que peut-être que le mec il est traumatisé des fourmis, tu vois, je sais pas. Il y a des fourmis, il y a des araignées, il a peut-être un problème avec les insectes, mais elle avait vraiment un design un peu rétro, et cette espèce de côté un peu humide ou mouillé, tu vois, de la marionnette était assez sympa. On la voit à deux plans, c'est rigolo, quoi. Ouais, et l'espèce pourrait être un rappel au Kilik, qui est l'une des créations de l'ancien univers étendu que je déteste le plus, puisqu'on la voit affronter... Plus que les Yuuzhan Vong ou pas ? C'est façon, plus que les Yuuzhan Vong, je sais pas, c'est à égalité, puisque tu te poses la question, JB, je vais pouvoir t'expliquer que ça se passait, il me semble, juste après cette fameuse saga des Yuuzhan Vong, et donc dans l'ancien univers étendu, on trouvait le nouvel ordre Jedi de Luke, qui affrontait cette espèce qui arrivait comme ça, comme un essaim, prêt à engloutir nos héros favoris, et du coup c'était dans une trilogie de romans qui s'appelle Ni Obscur en français, Darkness en anglais, par Troy Denning, qui est un des auteurs aussi dont je ne suis pas le plus grand fan, pour ne rien vous cacher, mais effectivement c'est ce genre de trope de la science-fiction ou d'archétype, pour utiliser ou même de stéréotype, pour utiliser un mot français, de ah là là, ces créatures hideuses qui ressemblent à des insectes et qui menacent de manger tous mes héros favoris. Ça marche pas tellement dans des univers de SF, je trouve, en général, et je trouve que dans Star Wars encore moins, surtout que ça crée des espèces... allez voir, tapez Darkness sur Google, vous avez des couvertures avec Han Solo qui est entouré de fourmis géantes, on dirait une mauvaise parodie, honnêtement c'est assez spectaculaire. Là j'ai envie d'aller voir maintenant. Mais va voir en direct, JB, et dis-moi ce que t'en repenses ensuite, mais puisque de toute façon on va reparler de créatures un petit peu hideuses potentiellement, mais avant ça un easter egg que je réserve à Phobos, puisqu'on nous parle de la viande de notre ami elles sont dégueulasses les couvertures. Ok, JB a découvert les couvertures en direct. C'est infâme. Mais t'as vu, il y a un côté, tu vois, Alex Ross. Il y a vraiment un côté série B en plus du truc. Comment ça s'appelle cette série de films Tremors. Tremors, c'est pareil, quoi. Ouais, complètement. Bon, bref, c'est un morceau de l'univers étendu comme un autre, mais c'est typiquement le genre d'exemple que je cite quand je dis que je ne portais pas forcément l'ancien univers étendu dans mon cœur. Bien sûr qu'il y avait mieux, et bien sûr qu'il y avait d'autres choses beaucoup plus intéressantes. Il y a des dessins où en fait t'as l'impression qu'en fait ils ont redessiné les acteurs de la trilogie originale, mais en les vieillissant. Donc t'as un espèce de côté filtre Instagram affreux sur des dessins moches avec des fourmis géantes derrière. C'est incroyable. Voilà. Je suis très content d'avoir découvert ça aujourd'hui. Eh ben, c'est peut-être même mieux que l'épisode de Mandalorian. Je suis très content de t'avoir fait découvrir ça en tout cas. On vous fera découvrir peut-être un autre élément de la saga Star Wars qui est Galaxy's Edge avec le prochain Easter eggs, puisque la viande du dragon de Krayt, ça y est, je l'ai bien prononcé cette fois, est cuite avec un moteur, un peu comme à Galaxy's Edge. Raconte-nous tout ça, Phobos. C'est peut-être pas forcément une référence archi consciente, mais je trouve que c'est assez marrant de développer cette technologie de cuisson, si j'ose dire. Oui, je pense que le clin d'œil est quand même très volontaire pour le coup, parce qu'à Galaxy's Edge, on a un petit restaurant où on peut se rendre compte que la viande est cuite sous un gros moteur de Podresseur. C'était le Ronto Roaster, c'est ça ? Exactement. Et là, c'est la même technique qui est utilisée. Et il y a aussi un petit robot qui tourne la broche sur lequel est cette viande de dragon. Donc voilà, ça nous confirme une fois de plus qu'ils ne sont pas vraiment végétariens dans l'univers de Star Wars. Mais pourquoi pas, après tout ? Ça vous a donné faim ? Bof. Honnêtement, ça avait pas l'air ouf. JB, non Mec, depuis que je suis rentré de vacances avec Catherine, on est au régime là, donc oui, ça m'a donné extrêmement faim. Ok, on saura. Regarde un petit peu les couvertures de Darkness, ça va te calmer.
Reparlons de notre amie la grenouille qui est incarnée par une dame qui s'appelle Misty Rosas qui incarnait déjà Quill, donc c'était le petit Huguenot de la saison 1, donc c'est elle qui faisait en fait du coup le corps de cette créature. Sa voix en revanche pourrait être celle de Dee Bradley Parker, qui est du coup le monsieur qui a un talent de dingue puisqu'il double tous les soldats clones de Clone Wars mais avec une voix différente. Alors quand il avait été annoncé, puisque je crois qu'il a été annoncé officiellement au casting de The Mandalorian saison 2, tout le monde s'était dit que peut-être Rex, peut-être un clone ou quelque chose de ce genre-là, mais tout comme dans Clone Wars, il est possible qu'il ait prêté sa voix à d'autres personnages et notamment à cette créature. Pourquoi pas à confirmer, mais effectivement, beaucoup de gens ont souligné la proximité, j'ai envie de dire, sonore entre, je ne parle pas du coup la grenouille, puisqu'on ne connaît pas la langue ni la race de cette pauvre grenouille, mais il me semblait que c'était effectivement assez proche de ce doubleur bien connu des fans. Embrayons tout de suite sur un gros morceau de l'épisode, puisqu'on ne l'a pas encore attaqué, mais on va le faire tout de suite. Ce sont les fameuses araignées, aussi connues sous le nom de Krykna, on dirait un nom de Bionicle, mais c'est effectivement le nom que peuvent porter ces bestioles-là dans Star Wars. On les a déjà aperçues par le passé, notamment dans Rebels. Elles sont basées sur les travaux de Ralph McQuarrie, comme de nombreuses choses du Star Wars de Disney. Et à la base, ça devait être des créatures qui apparaissaient sur Dagobah, si je ne dis pas de bêtises. Qu'avez-vous pensé de ces affreuses bestioles ? Mon ami JB, as-tu dû t'emparer d'une couette pour cacher tes yeux ou est-ce que tout s'est bien passé ? Malgré le fait que je sois une énorme flippette et que je déteste les films d'horreur et ce genre de choses, là ça allait. Le parallèle avec les œufs d'Alien était quand même... Dès que tu vois les œufs, tu sais qu'il va y avoir une bestiole. C'était évident, tu vois. Et après, j'ai trouvé que c'était... Bon, encore une fois, Constance pourra rebondir là-dessus, mais encore une fois, l'ennemi, c'est les animaux et c'est la faune et la flore. Mais j'ai trouvé ça sympa d'avoir vraiment ce côté monstrueux. Et au début, je pensais même pas qu'il y aurait une grosse, tu vois. Je pensais qu'il allait y avoir que des petites et que ça allait vraiment être une nuée. Et ça aurait changé de l'épisode d'avant où il y avait juste un gros monstre. Là, ça aurait été plein juste de tout petits monstres. Là, t'as toutes les tailles. Si t'es arachnophobe, tu prends cher. Ah oui. Ouais, et puis il y a quand même 2-3 plans qui, je trouve, tabassent sur le côté horrifique, notamment l'apparition de la première grosse araignée qui est juste derrière les araignées, on va dire, de taille moyenne et une espèce de centaine de micro-araignées qui s'approchent. T'as quand même un côté genre... c'est là où je trouve que au moins dans l'hommage, c'est jusqu'au boutiste et du coup c'est assez appréciable, sauf si on a extrêmement peur des araignées. Et je salue notre cher Océane du podcast Lemon Adaptation Club qui est terrifié par ces bestioles-là et je peux comprendre pourquoi, parce qu'elles sont absolument moches. Moi, il faut savoir qu'elles me font encore plus peur dans Rebels parce qu'elles vivent dans des espèces de nids avec plein de trous et un côté un peu ruche que je trouve absolument dégueulasse et que ici on n'avait pas parce que la glace c'est un peu plus solide. Toi Phobos, qu'est-ce que t'en as pensé de ces petites bestioles ? Effectivement, elle m'avait déjà bien fait flipper dans Rebels. Et là aussi, ça a bien marché. Alors, j'ai un peu une phobie des insectes, mais ça va. Je me suis contenue. Les sur, araignées sur ne sont pas les insectes, ce sont les araignées. Oui, mais bon, c'est un truc qui rampe par terre, c'est un peu dégueu. C'est Bref, pareil, franchement. On n'aime Je pas. faisais juste ma réplique de Spider-Man Et préférée, par contre, je te rejoins sur le côté. Bon, il va jusqu'au bout. J'ai trouvé que c'était particulièrement flippant le fait que les araignées rentrent jusque dans le vaisseau et qu'en fait, il y a juste le cockpit qui est épargné. Et encore, il y en a quelques-unes qui réussissent. En même temps, à se glisser t'imagines là. si elle s'arrêtait sagement devant le vaisseau, tu sais, genre, ah non, là on n'y va pas, j'ai trop peur. Non, mais par exemple, Mando, il aurait pu trouver un moyen de bloquer l'entrée des araignées, quoi. Je crois que le pire, c'est quand il redescend, tu sais, et que t'as toute la Il y a toutes les toile toiles et tout, c'est d'araignées déjà et tout. tout le vaisseau est déjà tout dégueulasse, c'est Ouais. affreux. Donc voilà, non, j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien. Et effectivement, on est encore sur un épisode où il s'agit de détruire la faune locale. Une passion Star Wars. Ne pas aimer les extraterrestres et détruire la faune. Ouais, Une mais c'est vrai passion que ce Star moment où il rentre dans le cockpit du vaisseau et où il y a toutes les araignées qui commencent et qui bloquent la porte, t'as cette espèce de truc, c'est bon bah là, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir quoi ? Ils vont réussir à décoller, elles vont tomber ou c'est là où je trouvais que autant quand ils courent après que les araignées les poursuivent, tu dis bon bah ils vont arriver au vaisseau et ils vont entre guillemets être sauvés. Sauf que vraiment quand elles étaient dans le vaisseau, j'ai trouvé que c'était un peu le truc en plus quoi. T'es là, ça y est, elles sont dans le vaisseau et on peut rien y faire quoi.
Ouais, effectivement, c'est cool et heureusement que les X-Wing se posent par la suite pour dégommer la grosse araignée avant que nos amis pilotes sortent leur blaster de commando et dézinguent toutes les petites araignées restantes. Qu'est-ce qu'on a pensé de cette scène du coup, d'ailleurs, j'embraye brièvement là-dessus, mais on va dire de respect mutuel, tu vois, entre pilotes et Mandaloriens. Est-ce qu'on a aimé ce côté un petit peu... c'est pas un Mexican standoff, mais il y a quand même un peu de ça, genre... Est-ce que je suis en état d'arrestation? Bon, allez, ça ira pour cette fois, mais n'oublie pas de réparer ton clignotant droit. Ah, déjà, moi j'ai bien aimé la première scène où ils arrivent, où il y a cette espèce de contrôle de police où il lui demande son identifiant, pourquoi il est là, ici ou ça, et le moment où t'as les X-Wing qui ouvrent les volets en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Ce truc-là où, quand t'es fan de Star Wars, tu sais que le moment où le X-Wing il ouvre les volets, c'est c'est pour la bagarre. Dans notre ancien générique, quoi. Volet de fermeture en position d'attaque, quoi. Ça y est, c'est l'équivalent du flic qui dégaine, en fait. C'est ça. Et j'ai trouvé, même après la petite course-poursuite dans les nuages et tout, elle était assez sympa. J'étais étonné d'avoir ça, pas aussitôt dans la série, mais d'avoir une scène comme ça, de vraie course-poursuite de vaisseau, tu vois, dans la série. Parce que les pseudo-batailles spatiales qu'on avait eues dans la première saison, elles étaient quand même un peu légères, quoi. Là, on avait une vraie scène de vaisseau. Qui plus est en surface et avec cette espèce, j'ai senti comme un parallèle avec l'étoile de la mort, tu vois, quand il est dans la tranchée de glace, c'est un truc qu'on a déjà vu dans Star Wars. Donc j'ai bien aimé la présence des deux pilotes et même le discours qu'ils ont, c'est la Nouvelle République, on est dans une période de transition, donc on chasse les méchants, mais bon, ça va, quoi, ça passe. Toi, Phobos, t'en as pensé quoi? Moi, j'étais un peu déstabilisée en fait parce que avec ces scènes-là, on se rend compte que les pilotes de la résistance, ça devient des flics de base quoi, qui sont là pour faire leur petit contrôle routier et puis qui t'expliquent que bon allez ça va, il vous reste plus qu'un point sur votre permis mais vous pouvez repartir quoi. Donc mais c'est un peu ce que disait Cara Dune dans la saison 1. Hein. Qu'est-ce qu'il disait? Disait que ensuite c'était contrôle de carte d'identité et mater les émeutes quoi. Une fois que la République a été en place et que elle qui venait des troupes de choc de l'Alliance rebelle, elle avait pas signé pour ça, elle avait signé pour scalper des nazis, tu vois. Mais du coup, c'est cohérent. Non, mais quelque part. Ça prolonge en fait sous ces airs un peu genre oh là là, trop bien des pilotes d'X-Wing. Ça prolonge vraiment le discours politique de Star Wars parce que oui, Star Wars c'est politique. Ah ouais, quoi. Et du coup, ouais, ça m'a un peu décontenancée et j'ai trouvé ça. En fait, on a presque peur de ces pilotes de X-Wing alors que d'habitude, dans l'univers Star Wars, en général, quand ils sont là, c'est genre c'est bon signe, on est content qu'ils soient là. Non, mais c'est intéressant justement qu'ils jouent sur cette peur. Justement, c'est pour ça que je te dis, j'ai été un peu déboussolée. Et c'est plaisant parce que voilà, la série n'est pas tant sur des rails que ça. Ok, bon, ça se joue à des petits détails quand même, mais c'est vrai que moi aussi j'ai été un petit peu décontenancé par cette scène, peut-être plus par le côté un peu verbiage sur les technologies, etc. Je comprenais pas trop ce qu'ils essayaient de lui demander. Après, je trouve ça extrêmement marrant d'un point de vue lore, mot qu'on aime beaucoup et qu'on utilise aussi surtout du côté de notre podcast Petit Frère Len Rider, mais c'est vrai que c'est toujours marrant d'avoir des espèces de dialogues qui n'ont aucun sens pour nous, mais qui se rapprochent peut-être de « Ah, est-ce que t'as ta carte grise? Est-ce que t'as bien vérifié tes pneus ?» et tout, tu vois. Les lois ont changé, t'as pas mis la vignette sur le Razor Crest, tu vas prendre un X-Wing dans le fion. Enfin, c'est quand même assez marrant. Enfin, je sais pas, moi, c'est ce genre de scène où je me dis, ce Mandalorian, ça sert aussi à explorer, tu vois, ces espèces de petits pépins du quotidien qui deviennent derrière des espèces de scènes d'action de course-poursuite quoi. Et c'est vrai que comme l'a fait remarquer JB, derrière ça allait quand même dans le spectaculaire, et notamment avec les petits plans derrière l'astrodroïde du X-Wing, qui est un truc qu'on voit depuis The Force Awakens, en tout cas depuis Rogue One. Donc c'est quand même toujours assez appréciable d'avoir son petit bon bec de ce point de vue-là, et je pense que c'est ce que The Mandalorian sait faire le mieux, d'où l'intérêt je pense aujourd'hui de revoir un petit peu, pas ses ambitions à la baisse, mais juste simplement savoir ce qu'on regarde quand on se lance dans un épisode de The Mandalorian. Après, il faut vraiment qu'ils arrivent à équilibrer, je pense, les exercices de style avec l'intrigue de fond, et pas, par exemple, repartir sur, je sais pas, 2 épisodes qui seraient très sérialisés, très feuilletonnants. Mais pour l'instant, le rythme est assez tenu parce que, comme l'a souligné JB, t'as quand même suffisamment de connexion avec l'épisode précédent, notamment le fait qu'on démarre sur Tatooine. J'ai trouvé ça assez plaisant, et je trouve que ça ramène une forme d'équilibre par rapport à la saison 1 qui généralement se terminait
et ensuite embrayer sur autre chose tout de suite dans l'épisode suivant, mais on n'avait pas forcément l'entre-deux, quoi. Donc plutôt sympa de ce point de vue-là. Après, je sais pas trop ce qui va se passer dans ce 3e épisode, donc je vous propose, mes chers amis, qu'on se fasse un petit moment de théorie ou wishlist pour la suite. Est-ce que JB, t'as des idées ? On a eu une planète désertique, on a eu une planète de glace. Je pense que le prochain épisode, c'est une forêt ou un marécage, tu vois, pour équilibrer. Ouais. Surtout qu'en plus, apparemment, la grenouille va là-bas, donc je pense une petite planète marécageuse ou avec des sources chaudes où qu'elle puisse continuer à prendre sa douche. Tu vois, je pense qu'on aura ça, quoi. Et après, j'aimerais bien que ça... Ou alors c'est un vrai choix et ça va tout le temps se passer comme ça, mais est-ce que la scène d'intro du prochain épisode, ça va pas juste être, il arrive sur la planète, il dépose la grenouille, il rencontre le mari de la grenouille, le mari lui dit « Va là-bas, il y a des Mandalorians », générique, et l'épisode commence, quoi. Ouais. Donc est-ce que va y avoir ce truc-là qui va vraiment instaurer un espèce de rythme dans la série où t'as l'intro qui t'envoie sur l'intrigue et l'épisode, ou est-ce que ça va être un peu plus développé ? Je pense que ça va être soit l'un, soit l'autre, tu vois. Ok, mais effectivement, on peut s'attendre à ce qu'il fasse un choix dans le prochain épisode. Phobos, est-ce que toi, tu as d'autres envies ou d'autres intuitions par rapport à cette 11e chapitre ? Non, je rejoins l'intuition de JB. Je pense que ça va s'ouvrir. Effectivement, le mari grenouille va lui dire va chercher le Mandalorian, il est là-bas, et il va se lancer sur sa nouvelle quête. C'est un grenouille Lorian. Un grenouille Lorian. C'est vrai, on ne sait pas s'il y a des Mandalorians d'autres races que humaines. Bah, techniquement, dans l'ancien univers étendu, c'était possible pour quelqu'un qui vient d'une autre espèce d'être, on va dire, intronisé au credo mandalorien, et il y a même plusieurs exemples. Donc je pense que... Alors c'était souvent des espèces humanoïdes non plus, on va pas se mentir, mais il me semble que c'est possible. Des Twi'lek Loriens. De toute façon, ils vont réécrire, et ils le réécrivent déjà quelque part, ce credo mandalorien. Donc pour moi, il n'y a pas d'impossible. Je voudrais pas forcément voir le genre de fanart qu'on a pu avoir post-saison 1 avec un baby Yoda dans une armure, tu vois. Mais si on peut explorer justement... le côté assez absolu en fait du credo mandalorien pour potentiellement trouver des espèces humanoïdes mais qui sont considérées comme des mandaloriens, justement ça peut être intéressant, puisque surtout si Filoni va développer cette mythologie là qu'il a toujours convoquée dans les séries sur lesquelles il a travaillé. Donc il n'y a pas de raison que ça change, et au contraire je pense que plus le temps passe et plus il a besoin de trouver des concepts assez neufs. Donc ça pourrait être cool de pas forcément retrouver que des personnages qui existent dans l'ancienne ou dans le nouvel univers étendu, comme Cobb Vanth, dont on savait qu'il portait déjà l'armure et qu'il l'avait récupéré, tu vois. Genre, je pense qu'ils peuvent aussi créer des nouveaux persos et un petit peu questionner les archétypes de ces fameux Mandaloriens. Mais bon, ça sera sans doute pas dès l'épisode 3. Non, je ne pense pas. Moi, il y a autre chose dans l'épisode où je me suis dit peut-être que ça va arriver et finalement on l'a pas eu. C'est t'as une première scène avec Baby Yoda où quand tu le vois déplacer les œufs avec la force dans le bocal, je me suis dit tiens, ils te font un rappel qu'il peut utiliser la force, et je m'attendais à ce que quand le Razor Crest crash, à ce qu'il fasse entre guillemets comme Yoda quand il sort le vaisseau du marais, et que ça soit Baby Yoda qui soulève un peu le vaisseau, et que du coup tu sais ça rappelle ce truc là, ça vienne remettre la force et tout ça dans l'histoire. Bon, après il l'a pas fait. Mais autre chose qui est dans la même idée un petit peu, et que j'ai trouvé par contre bizarre, c'est à la fin de l'épisode, le Mandalorien dit que la force soit avec vous. C'est la première fois qu'il parle de ça, et ce qui est bizarre, c'est que dans la première saison, quand on lui évoquait les Jedi, il évoquait genre c'est des magiciens qu'on a combattus il y a longtemps. Donc je trouve ça bizarre qu'en fait il ait cette formule là et qu'il la connaisse ou qu'il la dise, alors qu'il connaît pas l'existence des Jedi. Je me demande si c'est pas un rappel au fait que dans l'univers attendu, il me semble que c'est une sorte de maxime ou de devise qui est reprise en fait par les partisans de la Nouvelle République. Et donc du coup, je sais pas s'il le dit un peu en mode liberté, égalité, frérot, hein, ciao, tu vois, et c'est un peu pour faire croire qu'il fait partie de ce groupe-là, tu vois. Et je l'ai seulement vécu comme ça. Hein. Enfin, tu sens qu'il y a une espèce d'ironie un peu derrière quand il le dit. Donc bon, après, je pense c'est le problème d'avoir un acteur masqué où on a du mal à voir les mimiques de jeu, quoi. Mais du coup, pour revenir sur Baby Yoda, moi aussi je m'attendais à le voir plus utiliser la force dans ces épisodes, et en fait je pensais quand il attirait les œufs dans le bocal que ce n'était pas pour les manger, mais qu'en fait il allait créer la vie
dans ses œufs qui ne sont pas encore... on part sur des bails très palpatiniens là par ici. Je me suis dit direct il va les becter, c'est sûr. Mais non, il y avait déjà eu ce truc là dans la première saison où il mangeait un truc plus gros que lui, tu vois, donc... Mais en fait on le voyait... C'était une grenouille d'ailleurs. C'était déjà une grenouille. Mais du coup écoute, ça aurait Baby fait Yoda, il aime les cuisses de grenouille. Baby Yoda est officiellement français. Voilà, je pense que on peut le décider comme ça. Après, il faut lui trouver un prénom français. Jean Yoda. Yann. François Yoda, tu vois. Non, mais du coup, je me suis dit qu'on allait peut-être revenir en fait au fameux mystère de la saison 1, à savoir pourquoi est-ce que l'Empire veut mettre la main sur Baby Yoda et que c'est un de ses pouvoirs, en fait, justement, voilà, ça fait le lien avec la force qui crée la vie, tout ça. Donc moi, j'étais déjà partie dans des trucs hyper mystiques et poétiques et en fait, non. Il faut dire que l'épisode introduit sa relation avec les œufs de manière assez mystique et poétique, tu vois. C'est-à-dire qu'au départ, quand il le regarde, tu vois, à travers le bocal, il n'y a pas de musique qui appuie sur le côté humoristique. Par contre, si comme JB, tu te souviens qu'il bouffe tout ce qui passe, très clairement, tu te dis pas « Ah ouais, il va créer la vie », tu vois. Moi, par contre, je me suis dit, est-ce que c'est pas l'occasion d'utiliser cet épisode un peu, tu vois, anecdotique pour raconter quelque chose sur Baby Yoda, peut-être si tu vois, tout de suite, lui, il sent quelque chose par rapport à ses œufs et il va vouloir les protéger ou il va vouloir... Non, en fait, il les bouffe et il les bouffe du début de l'épisode jusqu'à la fin de l'épisode, ce qui crée un petit peu, presque un peu ce malaise, je pense que tu as pu ressentir, Phobos, parce que tu te dis, bon, pour le gag, il peut peut-être en bouffer un, mais bon, à la fin, il a peut-être quand même compris que c'est les enfants de la pauvre passagère qui sont à bord, mais il s'en fout, il a vraiment la dalle, c'est effectivement un Français. Il tue même les espèces en voie de disparition pour en faire un bon plat, et c'est en ça que nous l'appellerons désormais, je ne sais pas, Jean Yoda, ou trouvez-nous les meilleurs noms François possibles pour ce bon bébé Yoda, aka The Child, l'enfant, si on veut être tout à fait exact. Sur ce, je pense qu'on a bien fait le tour de ce 10e chapitre, donc on va vous remercier d'avoir écouté notre Menda Lockdown numéro 2. On va vous remercier aussi pour l'accueil que vous avez fait sur le premier, puisqu'il fonctionne plutôt très bien. J'espère que cette tendance va se confirmer au fil de la saison. Donc encore une fois, vos partages, vos petites étoiles sur Apple Podcast, vos RT, vos retours, l'utilisation du hashtag MendaLockdown, pourquoi pas. Et le prénom français de Baby Yoda. Et bien sûr, le prénom français de Baby Yoda est également très apprécié, même si en termes de soutien auprès du podcast, je ne sais pas si ça fera autant d'impact, mais sait-on jamais. On a vu le premier article sur The Mandalorian saison 2 commencé par Jon Favreau qui disait qu'il avait vu un tag de bébé Yoda à Paris et que ça l'avait impressionné parce que la série n'était même pas sortie là-bas. Waouh! Jon Favreau vit-il en 1984? La question se pose et vous pouvez également y répondre en commentaire de ce 2e épisode de Menda Lockdown. Encore merci pour l'avoir écouté. On vous fait de gros bisous, que la force soit avec vous, ce n'est pas juste une maxime que nous employons pour nous défiler, vraiment que la force soit avec vous, surtout pendant cette période de confinement, et à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Salut, bisous. Bonus. Trax.